Salut les footix et bienvenue dans la VAR. 4e épisode, on continue notre tour de France avec aujourd'hui une étape en Alsace. On a rendez-vous avec Billy Ketkio de Fonfon, qui est le seul et unique joueur international laotien à avoir évolué en Ligue 1. Et la conversation s'annonce passionnante parce qu'entre sa formation à Clairefontaine, ses débuts en Ligue 1, ses sélections avec le pays d'origine de ses parents et un physique qui lui a pas donné la possibilité d'exprimer tout son potentiel, vous allez voir que Billy a un parcours assez singulier. Voilà pour le programme, je vous sens pressé et moi aussi de toute façon, donc allez, on rentre au vestiaire. Bonjour Billy. Bonjour. Alors j'ai l'habitude de dire on rentre au vestiaire en rentrant, mais là on est dans une salle de sport, dans ta salle de sport, je crois, donc merci de nous recevoir chez toi. On va passer la prochaine heure ensemble. Tu vois quelques maillots qui doivent te rappeler quelques souvenirs juste derrière nous. On va se replonger dans le fil de ta carrière, tranquillement, maillot par maillot. Ça te va? Très bien. Eh ben, c'est parti. On commence juste ici. Hop. Par le Racing Club de Strasbourg. C'est ton club formateur, je crois. Ouais, c'est ça. Tu y es resté quelques années, mais juste avant de parler de l'époque du Racing, toi, tu vas passer 2 saisons à l'INF Clairefontaine. Tu vas faire ta formation, une partie de ta formation là-bas, avec quelques-uns des meilleurs joueurs français de l'époque. J'ai noté Yacine Brahimi, qui a gagné la CAN. J'ai noté Sébastien Corchia. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le quotidien d'un jeune joueur à l'INF Clairefontaine? Déjà, c'était 3 ans à l'INF. C'était 3 ans? Ok, t'es resté 3 ans à l'INF. Ok. Le quotidien, c'est le matin à l'école. Ok. On part à l'école dans un collège public à Rambouillet. Et ensuite, on rentre vers 15h, il me semble. On prend notre petit goûter dans la chambre et après, entraînement à 16h, 17h jusqu'à 18h30, 19h. Ensuite, c'est le dîner à la réception. Et puis, après les devoirs, le temps de devoir, faire les devoirs. Et après, un temps plutôt calme et on peut s'amuser avec les copains. Et sur cette période-là, tu joues avec un club ou tu joues vraiment avec les jeunes de l'INF? Ouais, je joue avec mon club de la région parisienne, qui est Bussy-Saint-Georges. Ok. Donc les 2 premières saisons. En fait, la semaine, on loge à l'INF. Et le week-end, on rentre le vendredi soir. Et on revient le dimanche soir. Donc le week-end, on joue avec notre club les 2 premières saisons. Et la 3e saison, c'est le club de l'INF. Ok. Où là, tous les week-ends, on reste là-bas. On fait les déplacements quand on joue en déplacement et on rentre pendant les vacances scolaires chez nos familles. C'est intense. Ouais. Ah ouais. C'est intense. À cet âge-là, en plus. Hein. Ouais. Et puis du coup, tu vis loin de chez tes parents et tout. Ouais, c'était après, on était dans la région parisienne, donc c'était proche. Mais donc, s'il y avait un souci ou quoi, on était quand même assez proche d'eux. On pouvait les appeler tous les jours. Mais ouais, c'était intense et c'était kiffant, quoi. Après Clairefontaine, tu signes à Strasbourg, donc tu vas finir ta formation là-bas et tu découvres la Ligue 2 en 2009. C'est un match contre Bastia, je crois. C'est ça. On dit souvent que le premier match professionnel, ça fait quelque chose. Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit sur ce premier match Franchement, c'était un truc de fou, hein, parce que je crois que le club était un peu en difficulté au niveau du classement. Donc, il cherchait des joueurs pour les aider. Mais bon, après, moi, j'étais jeune et tout, donc je donnais tout ce que je voulais, quoi, tout ce que j'avais. Et après, pas trop de réflexion et juste jouer et prendre du plaisir. Ok. Donc 2009, tu viens d'en parler, c'est une saison qui est compliquée. Le club descend en national. Sur la saison en national, tu vas faire une plutôt bonne saison. Quand tu vas jouer. Je me suis noté 29 matchs, 5 buts, donc c'est une saison correcte quand tu es jeune que tu débutes. Et à la fin de la saison en national, le club est rétrogradé. Enfin, tu mets une liquidation judiciaire. Et donc, du coup, à ce moment-là, t'es obligé, toi, de partir si tu veux continuer à être footballeur professionnel? Ouais, c'est un peu ça. Sinon, je restais au club, mais dans des niveaux plus bas. Et mon souhait, c'était de rester dans le niveau pro et de confirmer, quoi. Ouais. Donc, j'ai pris la décision de partir avec mon agent et puis, trouver, une issue. Ok. Ouais. Là, on se rend compte parce que t'es jeune, à ce moment-là, t'as quoi, 19 ans? Ouais. C'est un peu, c'est un peu ce qu'on se représente parfois de la dureté du foot. Ça s'arrête comme ça du jour au lendemain. Voilà, c'est pas forcément physique ou quoi. C'est ton club qui peut plus t'employer. Ouais, clairement. Et quand ton club formateur descend comme ça, c'est un peu frustrant parce qu'on se voit faire encore quelques années professionnelles chez eux et puis finalement ça se passe pas du tout comme ça. Ok. Et c'était triste, mais il fallait que
que je tourne vite la page et que je passe à autre chose. Ouais. Je pense que pour moi-même, c'était ce qu'il fallait faire. T'étais avec qui au centre de formation de Strasbourg? Il y avait Magal Gay, Loïc Damour. Ouais. Mourad Satli qui a fait une petite carrière aussi. Ouais, ok. De ma génération, c'était un peu... Ok. On passe au deuxième maillot? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. On passe au deuxième maillot, mais on accélère un petit peu le temps parce que entre Strasbourg et le Tour FC qu'on voit juste là, tu vas connaître 6 mois à Sion, où tu vas passer 6 mois à t'entraîner. Et donc, t'arrives à Tours, et puis t'arrives, en Ligue 2. Ouais. Petit glow-up, en vrai. Parce que tu passes de National à Ligue 2. C'est plutôt cool, en fait, sur la même thématique de couleur. En plus, donc, ça va pas exactement, ça t'a pas trop dépaysé. Donc, ce que je dis, c'est que t'arrives en Ligue 2, c'est un peu une aubaine pour toi. Tu passes de National à Ligue 2. C'est chouette en termes de progression. Ouais, c'est chouette. C'était l'objectif de signer pro et de gravir les échelons. Ouais, voilà, c'est ça. Step by step, quoi, on va dire. Et puis, c'était une belle étape pour moi. Ouais. Pour découvrir aussi la Ligue 2. Donc, comment ça se passe les premiers mois? Très bien, parce que j'étais bien accueilli par le groupe. J'arrive en mi-saison et ça se passait très bien. Il y avait des bons gars, un bon entraîneur aussi, un Allemand, qui parlait bien français aussi. Donc, non, franchement, ça s'est bien passé. J'étais bien accueilli, à l'aise et tout. Donc, ouais. Tu vas passer 1 saison et demie, 2 saisons et demie à Tours? 3 saisons et demie. 3 saisons et demie. Okay. Ouais, donc t'as aimé l'environnement là-bas. Ouais, non, clairement, c'était une belle ville, une belle région. Le club était bien aussi, ça. Donc, c'était cool. On va aller cher, tranquille. Ouais, non, franchement, top. Sympa. On passe au 3e maillot? Allez. Bon, là, on va pas très loin. Hein. On est juste à côté, dans le département d'à côté. Tu signes au SCO d'Angers. Ouais. Qui vient juste de monter en Ligue 1. Exactement. Donc, en fait, tu vas encore une fois dans une démarche de progression. C'est ce que tu disais juste avant. Ouais. Tu signes au SCO. Vous allez découvrir la Ligue 1 ensemble. Tu as performé rapidement, donc, ce que je disais. Mais comment tu as jugé, toi, l'écart de niveau entre la Ligue 2 et la Ligue 1? Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un gap? Et sur quel type d'éléments footballistiques tu as trouvé que c'était différent, plus dur, plus facile, peut-être plus d'espace ouais, pour t'exprimer? C'est un peu ça. Ça, plus d'espace et les joueurs te laissent un peu plus jouer. Pour des joueurs qui sont un peu plus techniques, c'est un peu, plus facile. Okay. Parce qu'en Ligue 2 ou en National, c'est plus du rentre-dedans et les joueurs sont assez proches. Ouais. Okay. Mais après, l'adaptation s'était très bien passée parce que moi, j'aime le jeu, j'aime le foot. Donc, la Ligue 1, c'est dur, oui, mais quand tu es, on va dire, un bon joueur, un bon technicien, ça va, quoi. Ouais. Mais non, ça s'était très bien passé. On avait aussi une belle équipe avec un état d'esprit incroyable. Okay. Et le staff aussi qui était très bon, donc tout le monde allait dans le même sens. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi notre force. On n'avait pas des gros stars, on avait un bon groupe, quoi, avec l'état d'esprit qui allait avec, quoi. Ouais, et puis une belle dynamique parce que ça monte en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1 sur la saison, donc j'imagine que derrière, mais il faut faire sa place aussi. Quand tu arrives dans un groupe, ça doit pas être évident forcément. Tu arrives dans un groupe d'une autre équipe, ils viennent de monter, ils ont vécu quelque chose de fort ensemble, c'est pas évident de s'imposer, non? Non, c'est pas évident, mais on était quand même pas mal de nouveaux joueurs. Ok. Donc je crois on était une petite dizaine, hein. Donc voilà, et le groupe qui était déjà les années d'avant nous avait très bien accueillis. Ok. Franchement, il y avait une bonne ambiance, ça s'est fait très naturellement. Ok. Et du coup, ça nous a beaucoup aidé, quoi. Ouais, chouette. Ouais, franchement. Il y a un autre fait marquant de ton passage à Angers, c'est septembre 2016, je crois que c'est un match contre Caen. Ouais. Tu te blesses très grièvement au genou. C'est une rupture des ligaments croisés qui va te tenir éloigné des terrains pendant plus d'1 an, je crois. Alors déjà, psychologiquement, tu sors d'une bonne saison. Quel effet ça fait de devoir s'arrêter comme ça? Alors, tu sais que ça va durer plusieurs mois. Ouais, c'est dur. Ouais. Je m'y attends pas du tout parce que j'étais plutôt en forme. Enfin, j'avais fait une grosse saison. On entame une deuxième et en plus juste avant, je marque un but. Donc, je sentais pas que ça allait arriver en fait. Et puis moralement, ça m'a fait un gros coup, on va dire. Ensuite, la rééducation se passe bien, avec des hauts et des bas bien sûr. Mais et au bout de 4 mois et demi, je fais mon test de reprise.
Et en fait, on fait des examens après et le chirurgien, il a vu quelque chose dans mon genou, donc j'ai dû me faire réopérer. Ah, ok. Ouais, une deuxième fois et après une troisième fois parce qu'il y a des complications. C'est pour ça qu'en fait que je suis revenu au bout d'un an. Parce que sinon, je serais revenu au bout de 6 mois comme tout le monde, quoi. Ouais. Mais ça a pris plus de temps que prévu à cause de certaines complications, quoi. Et tu t'accroches à quoi dans cette période-là? À la famille, à ma femme, mes enfants, donc et au plaisir de revenir après sur le terrain, quoi. Mais en fait, on est obligé de s'accrocher, on est obligé de travailler parce que on veut revenir sur le terrain, donc t'es obligé de faire ce qu'il faut, quoi. Je me suis toujours demandé comment ça se passait avec les clubs dans ces cas-là, sur les longues périodes de blessures. Est-ce que tu as un accompagnement spécifique tu sens un accompagnement, un soutien de la part de ton club, de ton coach, de tes coéquipiers? Est-ce que ça a été le cas à Angers? Oui, t'as quand même un soutien à distance, on va dire, parce que les coéquipiers, je les vois plus trop, enfin, pas sur le terrain, mais plutôt en dehors. Moi, je vais toute la journée, je suis au stade avec les kinés et tout. Après, je fais des allers-retours à Clairefontaine au centre de rééducation aussi. Je suis parti aussi à Doha 3 semaines avec Alexandre Letellier, qui avait aussi les croisés en même temps. Donc, je faisais 3 semaines à Clairefontaine, 3 semaines à Angers. Donc, c'était un peu compliqué. Après, quand t'es dans un club, c'est compliqué pour eux aussi d'être proches de moi. Parce qu'ils sont dans la compétition. Donc, je les comprends aussi, hein, mais il y a aussi, une absence, on va dire, parfois de soutien, ouais. Franchement, clairement, ouais. Et, mais qui est compréhensible parce qu'il y a les matchs, ils sont sur leur rythme. Voilà. Et donc, c'est un peu compliqué à gérer, je pense, des deux côtés. Ok. Et à ton retour, comment tu te sens? Comment ça se passe pour toi, les premières semaines juste après? Est-ce que t'arrives à retrouver tes sensations assez rapidement Ouais, ça se passait bien les premières semaines. Ouais. Ensuite, ça se passait bien parce que j'avais reçu un gros soutien du public, de tout le monde, des coéquipiers, du staff et tout. Et après les semaines qui suivent, c'était un peu plus dur. J'avais un peu le contre-coup. Et on a peur dans ces cas-là ou pas? Parce que je sais pas comment tu t'es blessé exactement. C'est un appui. C'est un appui, ouais. Donc, est-ce que t'as peur? J'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu d'appréhension de me reblesser là-dessus. C'était plus peut-être la condition physique, de me remettre dedans dans le bain, dans la compète, qui était un peu dur parce que j'étais resté éloigné longtemps. C'est peut-être ça qui était un peu dur, ouais. Ok. Ouais. On passe au 4e maillot? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. On revient dans le bleu. Ouais. Il y a une vraie direction artistique dans ta carrière. Tu as choisi tes clubs en fonction des couleurs. Alors, on a dit, après ta longue blessure, tu vas essayer de revenir un petit peu. Donc, tu arrives à l'AJ Auxerre, qui est un club historique du foot français, qui est en Ligue 2 à cette époque-là. La saison, elle est assez mitigée, je pense, pour toi. Tu as disputé 12 matchs seulement, notamment à cause de petits pépins physiques qui reviennent et ton corps qui te laisse pas vraiment tranquille. Dans la VAR, on a ce qu'on appelle la question de la VAR. On se pose sur un moment ou des choses de ta carrière et on se dit, pour faire le point un petit peu sur ce qui s'est passé, est-ce que ta vulnérabilité physique, je sais pas si on peut parler de vulnérabilité physique pendant ta carrière, mais est-ce que le fait que les nombreuses blessures à répétition, c'est un regret pour toi et tu te dis j'ai pas pu montrer tout mon potentiel. Ouais, je pense que c'est un peu ça parce que dès que j'arrive à Auxerre en fait au bout d'une semaine, je me blesse au dos, enfin je me bloque le dos. Et en fait, c'est ça qui m'a bloqué là-bas, c'est revenu 3 ou 4 fois dans la saison. Et quand t'es bloqué au dos, tu peux rien faire. Et en fait à la fin de ça, j'ai une hernie discale donc c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que ouais, le fait d'avoir eu des blessures, je pense que ça m'a ralenti. Et puis après c'est comme ça, hein. J'ai des regrets, oui et non, parce que j'ai tout fait pour revenir. J'ai vraiment beaucoup travaillé pour essayer de revenir au top de ma forme. Et je mangeais bien, j'avais une hygiène de vie irréprochable et tout. Je dormais correctement, moi je fais pas la fête, hein. Je suis très timide et tout, réservé. Donc je suis plutôt là être à la maison avec la famille. Ouais. Mais j'ai tout fait pour revenir, malheureusement ça n'a pas marché et puis voilà, c'est sans regret de ce côté-là, mais bien sûr le fait de pas être revenu au top me reste quand même entre vers la gorge. Ouais. J'imagine. Ouais. Ok.
Billy, on a déjà fait 4 maillots. Je te propose de marquer une petite pause et je te propose un petit jeu. C'est notre traditionnel mi-temps. Ouais, allez. Alors Billy, la mi-temps, c'est le point vraiment clé de certains matchs. C'est là où tu peux faire des ajustements tactiques. Je vais pas te demander de faire une compo, mais je vais te proposer de faire ton top 10 à l'aveugle. Et le top 10 des joueurs et des coéquipiers que tu as eu dans ta carrière, des joueurs avec qui tu as joué. Ok. J'en ai sélectionné 10. Je vais te les donner un par un. Tu vas pas savoir qui vient juste après et tu vas devoir les classer de 1 à 10 en fonction de Ça marche. de ton ressenti. Et voilà. C'est pas évident parce qu'il y a tous les postes. Ouais. Donc c'est toujours difficile de comparer un défenseur à un attaquant. Ouais. Mais bon. Les classer à leur niveau footballistique, quoi. Exactement, footballistique. Ouais. Mais bon, il y a toujours un peu d'affect qui rentre en jeu. C'est ça qui est compliqué. Forcément, il y a des joueurs avec qui tu es plus à l'aise ou non. Ouais. C'est bon? Allez, c'est parti. Angelo Fulgini. Ah ouais. À quelle position tu le mettrais de 1 à 10? Oui, je vais mettre 5. 5? Ouais, 5. Ok. Karl Toko Ekambi. Oh. Ouais, c'est chaud, là. Mais c'est au moment où je joue avec lui ou c'est à son... Globalement, ça peut être au moment où tu joues avec lui, c'est... Je vais mettre 4. Tu vas le mettre 4? Ok, juste devant Angelo. Ouais. Bon. Ils ont des belles carrières, en tout cas, tous les deux. C'est les top players. Autre type de joueur, Baptiste Santamaria. Baptiste Santamaria, putain, c'est un très bon joueur aussi. Ouais. T'as joué avec lui à Tours et à Angers ou juste les deux? Les deux. Baptiste. Je vais mettre 6. 6? Ok. Andy Delors. Andy Delors, ah ouais. Andy Delors, il marque des buts, hein. Ouais. Il marque des buts, hein. Je vais mettre 3. 3? Ouais, 3. Ok. Donc on arrive sur le podium déjà. Ouais. Ok. Pierrick Capel. Oh là là, Pierrick, en plus, c'était un très bon ami quand j'étais à Angers, on était tout le temps ensemble et tout. Aïe, c'est dur. Là, tu vois qu'il a commencé à avoir l'affect qui rentre en jeu. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et en plus, c'est là, lui, il a rangé encore depuis ces années. Exact. Il fait une belle carrière. Je vais mettre après Baptiste 7. 7, ok. Jonathan Grady. Là, on rentre en défense. Ouais. Très bon joueur aussi. Très bon joueur. Après Pierrick. Juste après Pierrick. Nicolas Pepe. Nicolas Pepe. Top player aussi. Hein. C'est vrai? Ouais. Top player. Ouais, je vais mettre le 2. 2? Ouais. Première ligue et tout quand même. Hein. Voilà, c'est vrai que... Alors là, c'est un joueur qu'on connaît un petit peu plus maintenant parce qu'il est revenu en Ligue 1, mais Saïd Benrahma. Je crois que t'as joué avec lui. Ouais, je joue un peu avec lui, avec Angers. Ouais. Il me reste quoi? Il me reste 9, 10 et 1, quoi. Ah là là, comment ça va se passer? Surtout que tu ne sais pas qui vient après, donc c'est pas évident. C'est chaud. Je vais mettre 9. 9? Ok. Je l'aurais mis un peu avant, mais ouais, 9, ouais. Ok. Ah, c'est ça la difficulté. Brian Bergogneau? Oh là là. C'est que des joueurs qui sont très différents les uns des autres. C'est vraiment pas évident comme jeu. C'est différent. Franchement, je sais pas, Brian. Je peux savoir les derniers ou pas? Non. Ça dépend si vraiment t'as des difficultés. Ok, tu peux avoir un petit bonus et vas-y. Ah, c'est dur, Brian. Le dernier, c'est encore un genre vraiment différent de Brian. Et de tous les autres, à mon sens. Ouais, je vais laisser le suspense, je vais mettre Brian 10, mais j'aurais pu le mettre en 1, franchement. Ok. Ouais, mais je vais le mettre en 10. Et le dernier, c'est Romain Saïs. Romain Saïs, ouais, hein, c'est bien. Ça te va? Ouais, franchement, ouais. Ok. Super joueur aussi. Hein. Ah ouais, super joueur. Franchement, vraiment une belle carrière. Bon, Billy, fin de cette mi-temps. On va reprendre notre fil de maillot et le fil de ta carrière. On est en novembre 2019. Tu signes à Cholet. C'est une aventure qui commence véritablement en juin pour toi. Après ton expérience auxerroise, tu vas passer l'été avec l'UNFP FC. Donc l'UNFP, c'est le syndicat des joueurs professionnels. Donc pour les personnes qui nous regardent, pour ceux qui connaissent pas véritablement, comment ça se passe l'été à l'UNFP? Qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne. Ouais. On s'entraîne. C'est un groupe de joueurs du coup sans contrat et qui cherchent un club et qui cherchent à rester en forme. Donc avec un staff technique qui est au soin pour nous. Hein. Il y a des entraîneurs, adjoints,
préparateur physique, kiné, ostéo. Donc, il y a vraiment tout un staff qui est comme un club normal. Comme un club normal, on est dans un hôtel. On a des terrains d'entraînement exceptionnels et tout. Franchement, des bonnes conditions, vraiment. Ouais. Et donc, en fait, on s'entraîne, on s'entretient, on fait des matchs à niveau contre des clubs pro aussi. Donc voilà, ça se passe très bien. C'était vraiment une belle... Ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'été, tu peux avoir des gens des gars qui partent. Oui, ouais. Clairement. J'ai vu des joueurs qui partent au bout de 2-3 jours. Ils sont restés pas très longtemps. Moi, j'ai fait tout le stage, mais oui, il y a des joueurs qui venaient et qui repartaient quelques jours après. Ouais. Ok. C'est important quand même d'avoir cette alternative-là à ce moment-là, de pouvoir s'entraîner. Ouais, je pense que côtoyer des joueurs professionnels. Ouais, clairement, parce que si t'es à la maison et que tu t'entraînes tout seul, c'est pas pareil. Ok. T'as pas le rythme des terrains et tout, alors que là, on s'entraîne ensemble comme un club. On a une routine quotidienne et tout. Et puis vous partagez le fait d'avoir peut-être des expériences plus ou moins diverses et ouais, clairement. Nous soutenir peut-être. Ouais, si, de ça aussi. Après, on se connaissait un peu tous, donc comme on jouait souvent les uns contre les autres, on jouait aussi ensemble. Donc et le fait d'être sans contrat à ce moment-là tous, ça nous rapprochait un petit peu. Donc il y avait une super ambiance entre tout le monde, avec le staff et les joueurs. Donc c'est vraiment bien. Et le stage, il s'arrête fin d'été ou ça continue encore un petit peu en septembre? Ouais, il s'arrête fin d'été. Ouais, je pense que il durait 5 à 6 semaines, je crois. Et Cholet, ça arrive un petit peu plus tard. Un peu plus tard. Ils viennent te chercher en novembre. Ok. Et là, si tu passes la saison avec eux directement. C'est ça. Comment ça s'est passé avec Cholet? Très bien. Ouais, bien. J'ai été bien intégré par le groupe. Déjà content de retrouver un club, j'imagine. Ouais, clairement, c'était Guillaume Ripper, mon dernier agent, du coup, qui m'avait contacté et qui était intéressé par moi. Donc j'ai tout de suite répondu oui. Là, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est aussi que tu as plus d'agents quand tu es à l'UNFP, c'est ça? En fait, j'avais un agent, mais qui ne m'appelait plus, du coup. Ok. Ouais, du coup, c'était un peu compliqué. Ouais. C'était un peu compliqué. Donc, par contre, un club, c'est moins facile. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, il y a Guillaume qui m'appelle et qui me demande si je suis intéressé. Et puis, je dis oui, pourquoi pas. Donc, après, on s'est lancé et puis, je suis parti tout seul dans un premier temps, parce que mes petits avaient école. Et puis, après, il y avait le Covid. Ah oui, j'ai dû rentrer. Okay. Ils m'ont même pas rejoint là-bas. Je faisais les PSG. Ok. Oui, et puis fin de championnat, tous les choses là, c'était arrêté à aller. Ok. Ouais. On passe au 6e maillot? Allez. Allez, c'est parti. Ouais, je vais encore dire que je vais pas passer l'interview à dire que t'as encore trouvé un club bleu, mais là, pour le coup, Dunkerque, on monte un petit peu dans le nord de la France. Ouais. Ligue 2 nationale? Ligue 2. Ligue 2. Ok. Monde national en Ligue 2. Ok, donc t'es encore dans une équipe avec une très bonne dynamique. Ouais, c'est ça. Tu retour en Ligue 2, c'est vraiment, franchement, super, parce que à Cholet, t'es en national, on est d'accord? Oui, national. Alors déjà, comment se passe la saison avec Dunkerque? Très bien. Il y a eu un bon groupe aussi, qui était sur une dynamique de montée. Donc voilà, et qui découvrait aussi la Ligue 2. Ouais. Il y avait quelques joueurs qui le connaissaient, mais la plupart le découvraient. Donc c'était un peu le même état d'esprit qu'Angers, quand j'arrivais à Angers. Donc c'est ça qui me plaisait aussi. Et puis c'était une belle région, on a côtoyé des belles personnes et tout. Donc ça s'est très bien passé. Ouais. Ok. On arrive à se maintenir en plus en fin de saison. Ça marche. Ouais. Et du coup, ta dernière expérience en France professionnelle, comment tu prends la décision? On va y venir. Ça va être faire notre transition avec le championnat malaisien. Mais comment tu prends la décision d'arrêter ta carrière en France, en tout cas? Est-ce que c'est choisi? Est-ce que c'est subi déjà? En PD2, ouais. On va dire, parce que la deuxième saison se passe moins bien. Ouais. On avait changé d'entraîneur. La première saison, c'était Fabien Mercadal. Qui a entraîné à Tours aussi. Quelques semaines, pas très longtemps. Ouais, après moi. Et du coup, on change d'entraîneur en deuxième saison où ça se passe pas très bien, mais malgré mes bonnes performances à l'entraînement et pendant les matchs. Hein. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui passait pas avec lui ou avec moi, lui avec moi. Donc et puis humainement, c'était compliqué. C'était compliqué. Il y avait pas trop de relations, pas trop de communication. Et du coup, je demande à mon agent de me trouver une porte de sortie. Ok. Et moi, j'avais peu de temps avant ça, j'avais eu mon passeport laotien. Ouais. Qui pouvait me permettre de jouer en Asie. Et moi, ça, c'était vraiment un de mes souhaits de pouvoir jouer là-bas en fin de carrière. Donc voilà. Et après,
il m'a trouvé. Parce que pour jouer dans un championnat asiatique, il faut avoir un passeport d'un pays asiatique. Pas forcément en fait. Mais là-bas, ils ont des quotas de joueurs étrangers. D'accord. Et moi, comme je suis asiatique, Ah oui. ils préfèrent que j'ai en possession le passeport laotien asiatique qu'un étranger, qu'un français. Ok. Tu vois. Donc du coup, avec le passeport laotien que j'ai eu peu de temps avant ça, ça a permis d'aller là-bas. Très clair. Et du coup, tu m'offres une super transition pour ce qui est le 7e maillot. Hop. T'arrives en Malaisie. Alors je vais essayer de me risquer à la prononciation du nom du club, le Sri Pahang. On est d'accord. Ouais. Ok, super. C'est toujours des maillots très fantasy, j'adore. On se retrouve souvent dans les teams de Ju, le maillot thaïlandais, les choses comme ça, ils sont souvent très très jolis. C'est l'extérieur, c'est pas le domicile. C'est le maillot extérieur. Ok. Il est jaune normalement. Ok. Mais le logo est chouette. Oh, il est bien, franchement. Ouais. Franchement. Donc du coup, tu nous en as parlé un petit peu, mais comment tu te retrouves à arriver dans le championnat malaisien? Déjà, le coach, c'était un Français. Ok. Christophe Gamel. Donc voilà, qui connaissait mon agent. Donc du coup, ça s'est fait un peu comme ça. Et puis, j'avais aussi, un ancien coéquipier qui s'appelait Dixon Nwakeme, qui était à Angers. Et lui qui avait joué dans ce club-là. Ok. Des années avant. Ok. Donc du coup, il a fait aussi un peu la relation avec le président là-bas. Ça marche. Et puis, ça s'est fait un peu comme ça. Et franchement, là-bas aussi, j'ai été bien accueilli. Ouais. C'était franchement cool. Ça parle anglais, donc ça va. Ok. Ouais. Et on était aussi, deux Français, deux joueurs français. Ouais. Il y avait Mamadou Samassa et Anthony Massap, son frère, pardon. Ok. Qui était là-bas. Donc, ouais, ça aide pour l'intégration, ça aide au quotidien. C'était bien, au quotidien, c'était top d'avoir des Français. Et le football malaisien, ça, comment il est? C'est quoi les caractéristiques un petit peu de ce foot? C'est pas comme ici, hein. Ok. Après, techniquement, ils sont très bons, mais c'est plutôt l'aspect tactique qui pêche un peu. Okay. Et sinon, ça joue bien au football, ça court et tout, donc non, franchement, c'était quand même. L'organisation avant le match, mise en place et tout, c'est un petit peu plus, j'allais dire bordélique. C'est pas pour. Après, heureusement qu'on avait notre coach français qui mettait un peu plus de rigueur de tout ça, donc ça se passait quand même bien. Ok. Ouais. Ça marche. On passe au dernier maillot? Allez. Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus belle aventure de ta carrière? Ouais, une des plus belles, ouais. Une des plus belles? Franchement, ouais. Ouais. Et donc tu es international, parce que là tu peux le mettre sur ton CV et dire que tu es footballeur international. Tu comptes, je crois, 6 sélections avec le Laos. J'ai lu que c'était pas évident de pouvoir, parce qu'ils acceptent pas les binationaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc comment ça se passe? Comment elle arrive cette sélection? Je les avais sollicités par des contacts que j'avais des années avant, par ma famille, par des contacts un peu dans la politique, on va dire. Ok. Mais ils étaient fermés parce que c'était un pays communiste. D'un coup, j'ai eu la nouvelle qu'ils pouvaient accepter la double nationalité, et de m'offrir un passeport. Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Ok. Et puis voilà, après ça s'est fait naturellement. Ça a mis un peu de temps quand même, parce qu'il fallait rassembler beaucoup de papiers. Et au final, ça a validé le truc, quoi. Ok. Ouais. C'est quoi comme type de match que tu as joué? C'est une compétition des pays d'Asie du Sud-Est. D'accord. Donc c'est la Suzuki Cup qui rassemble la Malaisie, justement, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, tout ça. Ok. Je crois 10 équipes. Ouais, 10 équipes. Et donc voilà, c'est une petite coupe entre l'Asie du Sud-Est, quoi. Mais du coup, parce que je pense que, je sais pas si les gens le savent, mais il faut quand même préciser que tes parents, ils ont quitté le Laos, justement, dans début des années 80, pour venir en France. C'était des réfugiés politiques. Oui, c'est ça. Quelle saveur ça a eu pour eux que tu portes ce maillot-là? J'imagine qu'ils devaient être heureux, fiers. Ouais, clairement. Franchement, ma famille était grave derrière moi et tout. Ils ont bien kiffé le moment. Ils m'ont suivi de loin. Ouais. Et non, franchement, c'était une fierté pour mon frère et tout. Je suis le foot à fond, mes sœurs et tout, donc c'était vraiment génial, ouais. Ok. Trop bien. Et sur les matchs, c'est bien passé, tu as été intégré directement. Il y avait d'autres joueurs qui ont joué en Europe. Ouais, il y en avait un qui vient de France aussi comme moi, et qui commençait aussi en plus sa sélection en même temps que moi, donc français, heureusement qu'il était là d'ailleurs, parce que je suis pas je parle pas très bien là aussi, on va dire. Ok. Je le comprends un peu, mais la communication avec eux, c'était un peu compliqué. Ouais.
Il parle pas très bien anglais, donc c'est un peu compliqué. Mais heureusement que ce joueur était là avec moi. Et non, mais sinon ça se passait bien parce que il m'attendait aussi parce qu'il me connaissait de loin. Et, ils attendaient que je vienne, donc j'ai été super bien accueilli comme un roi, on va dire. Donc non, c'était vraiment cool. Et sur les matchs, ça s'est bien passé. Tu as profité de ces moments-là. Ouais, clairement, les premiers matchs, ils étaient trop bien. Quand il y avait l'hymne et tout, c'était incroyable. Ça doit être fort, ouais. Ouais, c'était bien. En effet, ça doit être fort. Ouais. Bon. Et ben voilà, Billy. Ouais. On a fait un très bon tour, là. J'espère que ça t'a rappelé des bons souvenirs. Ouais, ouais, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite de ta vie ici, dans le football, en dehors du football, comment tu vois les positif, une bonne santé, premièrement, déjà. Et puis, après, tout le reste viendra. Ouais. Rester dans le sport, ouais, je pense. Ouais. Oui, parce que t'as pas le choix ici. Ouais, c'est de se prendre en main et rester en forme, quoi. Ok. Ouais. Bah merci beaucoup Billy d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux parce que l'interview avec Billy elle est pas totalement terminée et vous pourrez découvrir certains contenus en exclusivité. On va lui présenter quelques objets dans notre traditionnelle valise et donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir ces contenus-là exclusifs.